Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères de la foi, les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeurs compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères, sœurs, dans la foi, c'est une nouvelle année scolaire qui démarre, l'année 2017-2018. C'est une ambiance de rentrée qui caractérise donc la communauté éducative. Parents, élèves et enseignants sont donc en effervescence pour une année scolaire réussie. Mais comment? Quelle est la responsabilité de chacun? Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue donc sur ce plateau de vitrine de l'islam. Nous sommes à Bafoussam, la cité capitale de la région ouest du Cameroun. Nous sommes plus précisément au lycée technique. Vitrine de l'islam, c'est bien évidemment votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous à 3 articulations au cœur de la société, l'entretien, mais aussi et surtout la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah exalté soit-il pour commencer cette émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Bienvenue donc à Bafoussam, la cité capitale de la région ouest du Cameroun. Bienvenue au lycée technique qui est dans le site du séminaire national de la Kamsou, le séminaire des vacances Bafoussam 2017. Nous avons donc profité de notre présence sur ce lieu pour enregistrer cette émission. Avec nous, Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, pour parler de la rentrée scolaire des éducateurs, toute une famille. Avec nous donc le frère Abdulaziz Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya akhi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci frère Abdulaziz Ahmad d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que notre frère Abdulaziz Ahmad est le vice-président national de la Cameroun Muslim Student Union. Il est aussi étudiant en 7e année à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Frère, c'est dans la foi avec nous une éducatrice. Elle s'appelle Madame Fatimatou Abdulaziz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ukhti. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Fatimatou Abdulaziz, qui est donc enseignante de formation, elle est enseignante de français au lycée bilingue de Yaoundé. Elle est aussi membre du bureau national de la Cameroun Muslim Student Union. Frère, c'est dans la foi, vous l'avez remarqué, c'est donc toute une famille que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau. Nous avons donc Monsieur et Madame Abdulaziz avec eux. Nous allons, Inch'Allah, aborder les responsabilités liées aux parents, mais aussi aux apprenants dans le cadre de la rentrée scolaire 2017-2018. Frère Abdulaziz,
nous ne nous fatiguerons de vous remercier d'avoir accepté notre invitation, vous ainsi que toute votre famille. Nous allons donc commencer cette émission avec vous. Nous allons commencer par la droite, comme cela est d'ailleurs indiqué par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on parle de la communauté éducative, on fait appel à 3 acteurs: aux parents, aux élèves, mais aussi aux enseignants. On va d'abord s'arrêter sur le rôle des parents. D'une manière générale, frère Abdelaziz, quelle est la responsabilité des parents lorsqu'on parle de l'éducation académique? Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. D'abord, je tiens à remercier mon frère et mon ami, Mamadou Koiranga, de l'opportunité. Et rapidement, donc, lorsqu'on parle de responsabilité des parents sur le volet académique, qui réside, n'est-ce pas, sur son obligation, parce que rappelons-nous toujours, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la recherche du savoir est une obligation qui incombe à tout musulman et toute musulmane. Et ceci étant, en tant que parents, nous avons donc l'obligation de veiller à l'éducation, n'est-ce pas, de son enfant, c'est-à-dire en s'assurant d'abord, n'est-ce pas, de choisir un site, un lieu, donc un établissement adéquat. Également, en s'assurant aussi, n'est-ce pas, des moyens nécessaires afin que l'enfant puisse réussir dans cette éducation académique. Il ne faut pas oublier que l'éducation ne se limite pas n'est-ce pas, à cette accumulation de savoir. Il faut aussi, n'est-ce pas, un suivi à la maison, un suivi des enseignements reçus. Voici d'une manière, n'est-ce pas, résumée. Peut-être on va revenir en détail pour aborder spécifiquement chaque point et discuter en profondeur. Barakallahu Fik, frère Abdelaziz. Ahmad, la sœur Fatima, nous avons suivi le frère Abdelaziz qui est donc revenu sur la responsabilité des parents. Il a évoqué les choix d'un établissement. C'est en réalité la première étape. Quels sont donc les critères d'un établissement acceptable pour une réussite scolaire, la sœur Fatimatou? Je voulais juste revenir sur d'abord ce qu'on entend par la définition de la rentrée scolaire. Donc la rentrée scolaire est une période où nous avons une nouvelle année scolaire. Et cette année scolaire vient juste après des congés, des vacances. Donc nous avons d'abord une période de vacances et après l'école recommence. Ce qui fait que donc, nous avons une planification à faire par rapport à la nouvelle année. Et ceci étant dit, le choix d'une école est très important parce que vous devez d'abord savoir qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant. Vous voulez qu'il ait une bonne éducation, par conséquent, vous devez choisir un bon établissement. Et plusieurs critères entrent dans ce choix-là. Nous avons par exemple, on peut choisir par exemple un établissement par rapport à la proximité, par rapport à la maison où nous habitons, pour éviter d'aller trop loin. Et nous avons aussi le profil de l'établissement. Donc, vous devez vous renseigner sur l'établissement, savoir si c'est un établissement qui a les bons résultats, par exemple lors des examens, et aussi le cadre même de l'établissement, c'est-à-dire comment est-ce que l'établissement est organisé. La sécurité, par exemple, il faut qu'il y ait peut-être un portail. À l'intérieur, il y a toute une panoplie des toilettes acceptables pour les enfants. Comment la classe est-elle organisée? Donc vous devez au préalable vous renseigner d'abord, voir tout ce qui est lié à ces établissements, voir même les enseignants, pourquoi pas, qui interviennent dans ces établissements-là. La sœur Fatimatou, je voudrais rester avec vous. On va d'abord rester sur les choix des établissements. Au Cameroun, on a quand même les établissements qui sont dits des établissements privés islamiques. Est-ce que les parents peuvent aussi orienter leur choix vers ces établissements-là qui offrent aussi une éducation basée sur le Coran al-Karim et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je voudrais dire que c'est important. Vu que nous sommes musulmans, nous avons des valeurs à défendre. C'est bien d'amener aussi nos enfants dans les établissements islamiques. Si nous, étant musulmans, nous devons privilégier les établissements islamiques. Parce qu'en même temps, on éduque l'enfant sur le plan islamique. En même temps, l'environnement favorise le développement même de sa personnalité et son entourage. Parce que lorsque nous sommes dans un établissement islamique, par exemple, on ne nous empêche pas de nous habiller comme notre religion l'indique.
Et ce n'est pas interdit de créer les établissements islamiques. Donc par conséquent, si les parents peuvent amener leurs enfants dans les établissements islamiques, c'est bien. C'est très bien parce que comme ça, nous allons voir que petit à petit, les musulmans vont comprendre qu'eux aussi, ils doivent faire quelque chose pour le développement de ces écoles-là. Il faut y mettre la main dans la pâte. Surtout maintenant, nous avons beaucoup d'enseignants musulmans qui sont formés. Ils peuvent aller dans ces établissements-là et aider la communauté musulmane à aller de l'avant. Frère Abdelaziz Amat, il faudra peut-être que je rappelle aussi que vous êtes un enseignant de formation, que vous avez aussi fait l'école normale supérieure de Yaoundé. C'est après effectivement l'école normale que vous avez entamé vos études en médecine et aujourd'hui vous êtes pratiquement à la fin. Vous avez déjà écrit votre doctorat. Qu'Allah fasse en sorte que vous soyez un très bon médecin. Nous allons donc continuer avec la responsabilité des parents après le choix d'établissement. Frère Abdelaziz Amat, certainement, il va falloir mettre les moyens et les moyens financiers en jeu pour pouvoir permettre à l'enfant de fréquenter. Merci beaucoup pour cette question. C'est une obligation en fonction, n'est-ce pas, de sa capacité, comme vous venez, n'est-ce pas, de le dire, de prendre en charge les frais ou bien, n'est-ce pas, les moyens financiers nécessaires pour supporter l'éducation de nos enfants. Donc nous profitons pour rappeler, n'est-ce pas, nos parents qui ont l'habitude de prendre cela à la légère, n'est-ce pas, à la légère. Nous savons qu'en islam, le mari, par exemple, est le garant financier de la famille. Par conséquent, il incombe, n'est-ce pas, au papa, donc aux parents, de faire, n'est-ce pas, leur obligation et de mettre vraiment les moyens conséquents. Et les moyens sont, n'est-ce pas, à plusieurs niveaux. D'abord, l'inscription. Il faut payer, n'est-ce pas, la totalité. Donc tout ce que les parents ont comme obligation financière vis-à-vis, n'est-ce pas, d'un établissement choisi. Deuxièmement, on ne peut pas aller faire l'école sans avoir les moyens nécessaires, c'est-à-dire les fournitures scolaires par exemple. Troisièmement, il faut aussi revenir insister sur le goûter, donc bref, ce que l'enfant doit consommer, de la nourriture à manger, ainsi que les moyens qui accompagnent tous ces processus-là, à savoir les moyens de transport, même les moyens, n'est-ce pas, sentimental nécessaires pour accompagner, n'est-ce pas, un enfant afin qu'il soit toujours encouragé, motivé par ses parents qui expliquent le bien fondé de l'éducation. Le frère Abdelaziz Amat a parlé du goûter, la sœur Fadimatou. Je voudrais quand même faire appel à la mère que vous êtes. Vous êtes quand même une mère de famille, vous êtes aussi enseignante. Qu'est-ce qui est préférable? C'est mieux de donner la liquidité à l'enfant afin qu'il achète son goûter à l'école ou bien de préparer son pain pour qu'il aille avec? Je pense que ça dépendra de l'organisation de chaque établissement et aussi de ce que veulent les parents. Donc si vous savez par exemple que l'établissement où l'enfant est, on ne vend pas de la nourriture là-bas. Donc ça veut dire que cet établissement fait en sorte que les parents sont obligés de préparer les goûters pour les enfants. Donc chaque matin, vous vous levez, vous préparez le goûter, vous mettez dans une assiette, dans un truc spécial, dans une gamelle comme ça, et avec de la boisson, si c'est de l'eau, si c'est du jus, si c'est du yaourt, et peut-être des fruits pour l'enfant. Donc vous le mettez dans son sac. Par exemple, en maternelle, la plupart des maternelles, l'enfant part avec son goûter. Et aussi dans certains collèges privés, l'enfant va à l'école avec son goûter. Mais il y a des établissements aussi qui sont organisés et qui ont des cantines, par exemple, où l'enfant paye juste au niveau, lors de l'inscription, il paye aussi l'argent de la nourriture durant l'année. Donc lorsqu'il part à l'école, il y a des repas, des gens qui préparent, qui viennent juste leur servir à manger. Donc ça dépendra aussi des moyens, parce que préparer aussi le goûter chaque matin à l'enfant, ça demande beaucoup de temps et d'organisation et ça demande beaucoup de dépenses. Donc ça dépendra aussi. Et il y a aussi certains établissements où il y a des gens qui viennent vendre à l'intérieur de l'établissement. Donc le parent donne juste de l'argent à l'enfant. L'enfant étant là-bas, il achète ce qu'il a à manger. Merci Madame Fadimatou Abdelaziz, qu'Allah vous récompense pour ces éclairages. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer notre premier arrêt. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société.
du cœur de la société, nous rentrons, frères et sœurs, dans la foi sur ce plateau spécial des victimes de l'islam. Nous l'avons dit, nous sommes au lycée technique de Bafoussam. Nous sommes donc dans la région ouest du Cameroun. Nous sommes en compagnie de la famille Abdelaziz et avec eux, nous sommes en train de répondre à la question comment aborder l'année scolaire. Frère Abdelaziz, avec vous, nous avons déjà évoqué la responsabilité des parents depuis le début de cette émission et nous allons continuer au-delà du choix d'établissement qui a été rappelé, au-delà des moyens qu'il faut y mettre en jeu, il y a aussi les suivis. Parce qu'on regarde aujourd'hui, parce que lorsque nous regardons aujourd'hui dans notre communauté, beaucoup de parents s'arrêtent uniquement aux moyens financiers, alors qu'il y a aussi le suivi. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à la question sur le suivi, de revenir rapidement sur des éléments. D'abord, par rapport au goûter, il faut comprendre que le goûter consiste à consommer, n'est-ce pas, une nourriture qui est équilibrée tout simplement. C'est-à-dire qui comporte des céréales avec soit un produit laitier si possible, sans oublier un fruit. Terre à terre si vous voulez, avec un moyen de 200, on peut avoir un pain chargé chocolat accompagné d'une banane. Et donc, cela, n'est-ce pas, nous ramène à comprendre que les moyens dont on parle dans un couple, il suffit seulement d'une bonne organisation interne entre vous. Et comme l'a bien dit madame, on peut, par manque de moyens, marcher à pied un peu peut-être et prendre, n'est-ce pas, la voiture, raccourcir comme on dit, ou bien aller même donc à pied à l'école. Maintenant, par rapport à votre question en ce qui concerne le suivi, il faut les diviser en deux parties. Premièrement, le suivi d'abord à l'école même proprement dit. Les parents ne connaissent même pas qui sont les enseignants de leurs enfants. Et ça, c'est une erreur. Normalement, celui qui tient ou, n'est-ce pas, qui enseigne votre enfant, n'est-ce pas, vous devez être vous devez, n'est-ce pas, le connaître, de travailler avec lui pour réussir à l'éducation, n'est-ce pas, de votre enfant. Deuxièmement, à la maison maintenant, où se trouve le plus gros travail, c'est de vous organiser vous-même avec un nouveau agenda. Lorsque la rentrée scolaire est effective, la maison, le rythme de la maison doit changer en fonction de cela. C'est-à-dire, il y a les horaires pour, n'est-ce pas, le réveil, tout un planning, toute une machine qui doit être mise, n'est-ce pas, sur pied. Donc à la maison, il faut faire un programme de révision. Et je pense que même lorsqu'on voit la biographie de nos savants, par exemple Imam Malik, Imam Shafi, Ahmad ibn Hanbal et les autres savants de renom, ont tous bénéficié de l'apport de leurs parents, notamment, n'est-ce pas, de leur maman, qui est, n'est-ce pas, plus proche d'eux et qui les accompagne, par exemple, à réviser les cours, à aider à comprendre l'exercice. Pourquoi même pas aller faire, n'est-ce pas, d'autres exercices que même, n'est-ce pas, l'enseignant n'a pas, n'est-ce pas, fait. Donc, en grosso modo, il faut donc faire un bon planning, n'est-ce pas, de suivi à la maison. Le suivi est capital pour la réussite des progénitures. La sœur Fadimatou, quelle est donc la responsabilité de la maman dans le suivi des enfants une fois rentrés à la maison? La maman a une très grande responsabilité vis-à-vis de son enfant en ce qui concerne le suivi. Parce que c'est elle qui reste quand même, on peut dire, même si elle travaille, elle doit s'impliquer dans l'organisation de la maison d'abord. Par exemple, c'est elle le matin, elle doit se réveiller tôt pour pouvoir faire en sorte que l'enfant se brosse les dents, que l'enfant se lave, qu'elle apprêter la tenue de l'enfant, apprêter même le goûter, parce que c'est elle qui va peut-être, si je dois frire les plantains avec des œufs, ou bien réchauffer la nourriture, peut-être qu'on avait mangé peut-être la veille qui est propice, peut-être ce qui peut aller à l'école. Et donc toute cette organisation-là, la maman doit faire tout, préparer le sac de l'enfant à temps. Parce que sinon, il y aura un problème. Et par rapport au suivi, lorsque l'enfant rentre de l'école, la maman doit savoir, et ce n'est pas forcément la maman, mais je dis que la plupart du temps c'est la maman. La maman doit savoir qu'est-ce que son enfant a fait à l'école, qu'est-ce que la maîtresse a dit, s'il y a des devoirs à faire à un certain niveau quand l'enfant grandit déjà, il y a des devoirs qui rentrent toujours à la maison. Chercher à ce que son enfant fasse lui-même ses devoirs, ne pas juste orienter l'enfant, ne pas faire les devoirs de l'enfant à sa place. Faire en sorte que l'enfant ait confiance en lui et qu'il puisse faire ses devoirs par lui-même, mais l'orienter de temps en temps.
Et aussi, je dis que cette organisation concerne vraiment la femme parce que même le soir, lorsque les enfants vont aller dormir, il faut qu'il y ait un horaire, l'horaire du sommeil. Parce qu'on ne doit plus maintenant dormir tard, on doit se réveiller tôt. Donc par conséquent, à 20 h maximum, on dit à l'enfant, l'enfant se brosse les dents, il faut aller dormir pour qu'il puisse avoir un bon sommeil et se réveiller tôt. Et vous allez voir que si vous suivez ce rythme-là, l'enfant lui-même va commencer à se réveiller aux heures matinales. Vous n'avez pas besoin, parfois c'est l'enfant même qui se réveille avant vous, parce qu'il a pu bien dormir. Et aussi, la maman doit aussi être en contact permanent avec la maîtresse, par exemple, de son élève. Parce que si, par exemple, elle se rend compte que l'enfant ne mange pas son goûter à l'école, donc c'est elle qui va, lorsque peut-être elle va accompagner son enfant, parce que la plupart du temps, peut-être c'est le père qui accompagne, elle peut de temps en temps aussi aller ou bien déléguer la tâche au papa, de demander aussi pourquoi est-ce que l'enfant ne fait pas ceci, est-ce que l'enfant réagit à l'école. Mais la plupart des écoles, quand même, quand il y a un problème, ils vont vous informer. Ils vont vous dire que tel enfant-là, il ne mange pas, ou bien il salit quelque chose, il fait ceci, pour que vous essayez, à votre niveau aussi, de répéter ce que la maîtresse fait à l'école. Parce que si la maîtresse fait un truc et qu'à la maison vous faites autre chose, ça va aller en contradiction. L'enfant a besoin qu'on lui accorde du temps. Vous l'avez dit, la sœur Fadimatou, mais aujourd'hui, papa sort, il va au travail, maman sort, elle va au travail. Est-ce que c'est pratique de pouvoir faire comme vous avez dit, préparer les goûters de la nuit, les matins? Est-ce que vraiment c'est réaliste quand on regarde aujourd'hui l'environnement dans lequel nous vivons, où tout le monde va au travail et passe toute la journée à l'extérieur? C'est pas facile comme vous le dites, parce que les réalités ont fait en sorte que maintenant on voit que la femme travaille, le mari travaille, mais je pense que ça dépend de l'organisation et aussi du travail qu'effectue la maman et le papa. Par exemple, si la maman travaille peut-être dans un bureau et dont son emploi est vraiment élevé, elle sera très occupée. Et par conséquent, elle fera appel peut-être au babysitter ou bien, je sais pas, à la ménagère, à la maison qui, peut-être avant qu'elle ne rentre, aura peut-être le temps aussi. Parfois même, on voit des parents qui envoient leurs babysitters aller chercher leurs enfants. Mais là, le plus bien, c'est que il faut que le parent, le matin, si c'est qu'il part au travail, il faut qu'il accompagne son enfant à l'école, que ce soit la femme ou l'homme, qui s'organise de telle sorte que le matin, j'amène d'abord l'enfant à l'école avant d'aller au boulot, ou bien j'amène l'enfant, je reviens, je m'organise, je pars au travail. Par exemple, moi, je suis enseignante. Je ne suis pas trop occupée comme des gens qui travaillent peut-être dans les ministères ou autres. Peut-être j'ai mes 6 heures, peut-être par jour, 4 heures par jour. Et en fonction de ces heures-là, je peux m'organiser. Ensuite, à l'école, on me donne un emploi du temps qui s'adapte à mon... Peut-être à l'école même de mon enfant, par exemple, je dis que je ne veux pas des heures qui... Peut-être, donnez-moi des heures qui finissent avant 14 heures. Comme ça, il sait qu'à 14 heures, je dois aller prendre mon enfant à l'école. Et cela est faisable. Mais en ce qui concerne ceux qui travaillent, il faut qu'il ait quelqu'un à la maison pour aider la maman et le papa aussi. Il faut avoir de la volonté, mais aussi une organisation pointue pour pouvoir assurer une éducation véritable à nos enfants. C'est ce qu'on retiendra des propos de la sœur Fadimatou. Frère Abdelaziz Ahmad, vous êtes un étudiant en 7e année de médecine, donc vous êtes un futur docteur, mais il faut toujours qu'on garde à l'esprit que vous êtes aussi un enseignant. Vous avez fait l'école normale supérieure. Je voudrais maintenant qu'on fasse un pas et qu'on s'intéresse aux élèves, aux apprenants. Quelle est la responsabilité des élèves en général? Parce qu'il n'y a pas que les parents qui sont impliqués dans la réussite scolaire. Lorsque les deux parents travaillent, il ne faut pas oublier qui sont les responsables de leurs enfants. Ils ne doivent pas laisser la responsabilité au nounou ou à, je ne sais pas, les termes péjoratifs souvent que nous appelons, aux bonnes, qui souvent influencent négativement l'éducation des enfants. Donc je tiens vraiment absolument à ça. C'est une aide que nous avons eue et cette aide-là doit suivre les canevas définis, n'est-ce pas, au préalable par les parents. Parce que nous regrettons malheureusement que l'éducation des enfants dont les enfants sont éduqués par la télé, avec, n'est-ce pas, des émissions qui ne sont pas islamiquement acceptables. Bien. Par rapport à votre question, évidemment, la première responsabilité des apprenants est d'abord leur engagement. Parce que il faut qu'ils comprennent que tout ce que nous mettons en jeu pour la réussite, n'est-ce pas, de l'éducation, c'est enfin qu'ils puissent eux-mêmes réussir. Et donc ils doivent aussi accompagner, bénéficier, obéir et suivre, n'est-ce pas, les directives.
Et maintenant, en fonction, n'est-ce pas, des niveaux, ou bien, n'est-ce pas, d'âge, n'est-ce pas, des apprenants. Pour ceux qui sont encore en âge, n'est-ce pas, de maturité, il faut plutôt, n'est-ce pas, les expliquer, n'est-ce pas, jouer la loi, n'est-ce pas, de la carotte et de la chicotte. En même temps, expliquer cela et promettre aussi, n'est-ce pas, des cadeaux à la fin. Et maintenant, pour celui qui est, on peut dire, en âge mûr, un peu, n'est-ce pas, mature, même pourquoi pas, il faut lui remettre progressivement la responsabilité, n'est-ce pas, donc l'engagement pour la réussite, n'est-ce pas, à son éducation. C'est-à-dire concrètement, l'enfant, par exemple, de la classe de 3e, est conscient lui-même que tout ce qu'on a mis, n'est-ce pas, en place là, pour qu'il puisse, par exemple, réussir à son BEPC et aller, n'est-ce pas, en classe de seconde. Et donc, il doit comprendre que ce n'est pas une punition ou bien, n'est-ce pas, des lois, des restrictions que les parents ont mis contre lui. Voilà. Donc lui-même, il commence à s'approprier du programme, n'est-ce pas, à ne pas attendre qu'on lui rappelle, parce qu'il est aussi conscient que c'est pour son éducation. Et pour ce faire, il doit maintenant donc suivre, pourquoi même pas élaborer un emploi du temps comme une grande machine préparée par les parents, bien sûr, avec, n'est-ce pas, de sa collaboration, pour qu'on puisse réussir ensemble l'éducation de nos enfants. Alors, la sœur Fadimatou, on va rester toujours dans la responsabilité des élèves. Vous êtes une enseignante de français au lycée bilingue de Yaoundé. La sœur Fadimatou, comment est-ce qu'un enfant doit-il se comporter pour pouvoir comprendre et assimiler un cours? Je pense que l'organisation de l'enfant, pour que l'enfant puisse bien assimiler, que ça commence déjà à la maison. À la maison, parce que l'enfant doit d'abord savoir quels sont les cours que je vais peut-être faire le lendemain matin. Donc le soir, l'enfant organise d'abord ses cahiers et ses livres qu'il a. Donc ses affaires en général. S'il a le sport, il organise son sac, il met ses affaires de sport, ses tennis et tout ce qu'on peut savoir. Donc il connaît déjà, voici les cours que je vais étudier demain. Et si par exemple le professeur avait déjà fait le cours, les relire, les réviser. Arrivé en classe maintenant, l'enfant doit d'abord choisir une bonne place en classe. De préférence, les places de devant. Parce que là, vous n'êtes plus distrait par ce qui se passe derrière. Parce que lorsque vous êtes au dernier banc, vous voyez tout ce que les gens font et vous ne serez pas trop concentré comme celui qui est devant, qui ne voit que son enseignant. Le choix de la place est important. Et surtout, nous savons dans les établissements où il y a beaucoup d'élèves, c'est difficile de choisir même une place. Dans ce cas-là, il faut quand même choisir ses amis, donc ceux avec qui on s'assoit, des personnes sérieuses qu'on a observées au préalable. Et pendant le cours, il faut que l'enfant comprenne qu'il faut qu'il suive l'enseignant. Il faut qu'il suive l'enseignant. Lorsque l'enseignant fait cours, il ouvre son cahier, il suit les directives de l'enseignant, qu'il respecte même cet enseignant-là. Parce que nous avons beaucoup d'élèves qui choisissent même leurs enseignants physiquement. C'est-à-dire, avant même que l'enseignant ne donne un cours, ils savent que non, j'aime celui-ci, je n'aime pas celui-ci. Ils ont déjà mis des préjugés, des préalables. Et ce n'est pas bien. Donc, savoir que tout enseignant qui entre est venu pour lui dispenser un cours. Et par conséquent, il va s'adapter et essayer de comprendre ce que l'enseignant lui dit. Se concentrer sur tout ce qui sort de la bouche de l'enseignant et même les gestes. Parce que si vous êtes attentif en classe, vous aurez minimum 75% de tout ce que vous pouvez comprendre. Et à la maison, vous n'allez que réviser. Surtout ceux qui ont une mémoire très développée. Donc, vous êtes en classe, vous suivez l'enseignant. Vous n'avez même pas parfois mais vous révisez quand même pour que cela ne puisse pas s'échapper de votre mémoire. Et aussi faire les exercices. Parce que parfois, on donne toujours les exercices à la fin de chaque leçon. Et en classe d'abord et parfois à la maison aussi. Donc l'enfant doit s'exercer. Parce que lors de l'exercice, il va savoir que est-ce que j'ai effectivement compris mon cours ou bien je ne l'ai pas compris. Barakallahu fik ya Fatima, Jazakillahu khairan. Frère Abdulaziz, on sait aussi que dans les établissements scolaires, il y a les activités post-périscolaires. Il y a les clubs islamiques. D'ailleurs, vous étiez membre des clubs islamiques quand vous étiez élève. Vous êtes aujourd'hui le vice-président national de la Cameroun Muslim Student Union. Cette association présente dans pratiquement toutes les universités islamiques du Cameroun. Est-ce qu'il est pertinent, il est important
que l'élève ou l'étudiant puisse aussi intégrer les activités islamiques dans le cadre de son épanouissement scolaire? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, les activités islamiques sont très importantes pour nos élèves. Et d'ailleurs, même, il faut même voir comment davantage faire la promotion pour améliorer. Moi, par exemple, lors de mon parcours, à partir d'abord de l'école primaire franco-arabe, où nous avons appris en même temps l'école occidentale, comme on dit, et l'école islamique, où nous avons nos enseignants qui sont comme, n'est-ce pas, des modèles où nous prions ensemble avec eux. Donc, ils nous fassent par exemple des démonstrations, comment on fait les ablutions, comment on fait la prière. Arrivé au lycée, nous avons continué, n'est-ce pas, dans la même lancée, avec les activités où nous invitons nos savants, nos ulamas, nos imams, qui viennent nous expliquer l'islam, et à nous maintenant d'apprendre les techniques d'organisation, de communication et de planification. Cela a continué et d'ailleurs a renforcé. Je me rappelle la première fois où on m'avait demandé de présenter une exposé en public, donc j'ai eu, n'est-ce pas, beaucoup de difficultés à le faire. Arrivé donc au lycée, donc, n'est-ce pas, en cas de seconde, je n'avais pas, n'est-ce pas, de problème de le faire, alhamdulillah. Tout ça, n'est-ce pas, grâce aux activités islamiques. Également, la Kamsou, qui est, n'est-ce pas, ce cadre-là, qui nous offre ces opportunités, est une grande école que nous invitons vraiment les parents à envoyer leurs enfants, n'est-ce pas, à la Kamsou, afin de pouvoir compléter avec eux, n'est-ce pas, l'éducation et la promotion de la communauté musulmane. Pour terminer, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, donc, à cette question, l'exemple de ce séminaire de vacances, n'est-ce pas, que nous profitons, ce sont nous-mêmes, n'est-ce pas, les étudiants et élèves qui ont organisé. On a eu simplement, n'est-ce pas, l'encadrement de nos aînés qui, lorsque nous essayons, n'est-ce pas, de déborder ou d'aller, n'est-ce pas, au-delà des règles de l'État ou bien, n'est-ce pas, des règles islamiques qui nous corrigent. Donc, les règles islamiques sont, n'est-ce pas, des opportunités très importantes. C'est donc important pour les élèves et les étudiants d'adhérer aux activités islamiques qui sont organisées un peu partout sur le triangle national. La sœur Fatimatou, vous étiez aussi membre des associations islamiques déjà en tant qu'élève. Aujourd'hui, vous êtes membre de la Cameroun Muslim Student Union, qui est aussi une association islamique. Est-ce à dire que les femmes, les sœurs aussi, ont leur place dans ces structures, qu'elles peuvent aussi s'épanouir en y adhérant? Je pense que la fille a aussi une place importante. L'élève fille a aussi une place importante à jouer. Et c'est important de participer dans les activités islamiques parce que cela nous permet de recadrer un peu la bonne conduite, le bon comportement. C'est-à-dire que en allant à l'école, si peut-être on va vous apprendre par exemple à bien vous comporter de façon islamique dans ces activités-là. À ne pas oublier aussi votre religion. Par exemple, vous savez que si vous participez à ces activités, on peut par exemple vous enseigner que peut-être à 12h30, là, pendant la pause, ou 12h45, vous pouvez aller prier. Et ces activités sont là pour aider l'élève à ne pas se disperser. Malgré qu'il est du fait qu'il est à l'école, mais il n'oublie pas aussi qu'il est un musulman. Et moi particulièrement, je participais beaucoup dans les activités islamiques. Parce que moi, avant même que... Je partais même dans les établissements des autres. Parce que chez nous, comme il n'y avait pas le club islamique, je partais dans les activités, peut-être des lycées qui étaient peut-être en route, là où je marchais, peut-être au lycée Billet, au lycée, pour ne pas faire c'est pas pour faire la promotion, donc dans un lycée proche en tout cas de la maison. Et c'est très important parce que nous, par exemple, on faisait les exposés à l'école. Lorsqu'on nous a permis de faire les cours d'islam dans notre collège, on nous a permis, nous-mêmes nous faisions des exposés. Ça nous apprenait à parler en public, à aider aussi les autres qui ne connaissent pas la religion. Par exemple, on faisait les exposés sur comment faire les ablutions, comment se laver, comment faire ceci. Et ça nous a éduqués à aider aussi les autres, à tirer les autres et aussi à nous former nous-mêmes à faire des recherches. Donc c'est vraiment très important. Il ne faut pas que les gens délaissent cela parce que beaucoup de nos jeunes d'aujourd'hui pensent que quand on part à l'école, on part seulement apprendre la vie ici et on oublie la vie que nous sommes musulmans d'abord avant d'aller dans ces écoles-là.
Il n'y a pas de contradiction entre la réussite scolaire et la participation aux activités islamiques dans les lycées et collèges, mais aussi dans les universités. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous avons sur ce plateau un exemple des enseignants, d'un futur médecin qui sont véritablement actifs dans les activités post-périscolaires, notamment les activités islamiques. Nous allons, une fois de plus, marquer une transition. Nous reviendrons pour finir cette émission. Retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous rappelons que nous sommes à Bafoussam, la cité capitale de la région de l'ouest du Cameroun. Nous sommes au lycée technique de Bafoussam, site du séminaire national de la Kamsou, séminaire de vacances Bafoussam 2017. Et nous avons profité de la présence de nos deux invités sur ce lieu pour donc parler de la réussite scolaire. Frère Abdulaziz Ahmad, nous avons donc tout au long de cette émission parlé de ce qu'il faut, notamment sur le plan scientifique et sur le plan académique. On va maintenant nous arrêter sur le plan spirituel. Il va falloir s'organiser pour que les enfants puissent avoir de bons résultats. Est-ce que dans cette programmation-là, il ne faudrait pas accorder une place de choix aux enseignements islamiques? Je pense que l'obligation première pour un parent, c'est d'abord l'éducation islamique qui prime et qui vient même avant toute chose. Je ne vais pas par là dire qu'il ne faut pas amener l'enfant à l'école, non. C'est obligatoire aussi, donc c'est aussi important, voire obligatoire, mais le niveau d'obligation diffère. Parce que lorsqu'on va mourir au jour dernier, d'après l'enseignement de l'islam, Allah va vous demander sur, n'est-ce pas, de amana, la responsabilité de, n'est-ce pas, qu'incombe à vous, n'est-ce pas, la responsabilité d'éducation islamique de votre enfant. Bien. L'éducation, l'enseignement islamique, comme vous l'avez bien dit, qui est mieux explicité en arabe comme, avec le mot at-tarbiya, qui regroupe en même temps l'instruction et l'éducation en même temps. C'est-à-dire, le couple, n'est-ce pas, se doit en même temps d'enseigner l'islam à leurs enfants, de vivre l'islam là et d'appliquer aussi. Parce qu'il ne faut pas vouloir enseigner quelque chose et ne pas pratiquer. Et donc, organiser, chercher les écoles islamiques, comme nous avons dit au départ, qui sont les premiers établissements dont on doit envoyer, n'est-ce pas, nos enfants, afin aussi d'accompagner et de faciliter cette éducation islamique-là. C'est-à-dire, il y a les cathés qui s'organisent, ou bien les mosquées qui s'organisent, n'est-ce pas, avec les écoles, avec les enseignements islamiques, soit le week-end ou le mercredi, ou bien même à la fin de chaque trimestre, qu'il faut obligatoirement suivre, n'est-ce pas, amener, n'est-ce pas, nos enfants qui doivent suivre, n'est-ce pas, ces enseignements-là. L'enseignement islamique est une obligation pour tout parent, pour tout apprenant. La sœur Fadima, est-ce que vous partagez ces regards du frère Abdulaziz? Bon, l'enseignement islamique est très important parce que dans la société en général, ce qu'on voit d'habitude en société, c'est que les parents privilégient plus l'école, l'instruction académique. Mais ils oublient qu'ils sont d'abord des musulmans. Donc le préalable, c'est qu'avant même d'aller à l'école, parce que nous, par exemple, on a eu la chance qu'avant même d'aller à l'école, on nous envoyait d'abord lire le Coran, par exemple. Donc, on lisait plusieurs sourates d'abord, avant même que l'année qui va suivre, c'est là où on amène l'enfant à l'école. Ça veut dire que l'enfant a appris déjà à apprendre beaucoup de choses de sa religion avant d'aller à la CIL. Parce qu'avant, les parents ne partaient pas directement à la maternelle avec les enfants. Ils attendaient que l'enfant étudie d'abord le Coran pendant 2 ou 3 ans avant de les amener à l'école. Donc, et il faut aussi que les parents sachent que même si les enfants partent à l'école jusqu'à une certaine heure, rentrer à la maison, ils doivent aussi soit amener quelqu'un pour venir enseigner le Coran et les pratiques religieuses à leurs enfants, ou bien eux-mêmes, ils peuvent enseigner leurs enfants le Coran, comment faire les ablutions, comment jeûner. Toutes ces choses-là sont très importantes parce qu'on ne veut pas former seulement les enfants qui vont aller travailler, mais les enfants qui sont aussi formés sur le plan moral, avec des valeurs, pour qu'ils puissent demain, étant peut-être des gérants, des enseignants, montrer qu'ils soient des modèles. Parce qu'il ne faut pas qu'on enseigne à quelqu'un que non, tu dois seulement gagner de l'argent, tu dois travailler pour faire ceci. Alors que si on ne le forme pas moralement, il va aller peut-être
voler de l'argent, manipuler, tout ça. Donc, si c'est qu'il a une moralité qui est bien mise en place, il sera meilleur dans la société. Il pourra aider donc son pays à aller de l'avant. Voilà qui est bien dit, la sœur Fadimatou. Je rappelle que vous êtes enseignante de français au lycée bilingue de Yaoundé. Qu'Allah vous récompense. La communauté éducative, c'est 3 acteurs. C'est les parents, c'est les élèves, mais aussi c'est les enseignants. Le temps alloué à cette émission ne nous permettra pas effectivement de parler de long en large. C'est la responsabilité des enseignants. Mais toutefois, nous allons profiter de votre présence quand même pour dire ne serait-ce qu'un mot sur la responsabilité des enseignants dans la réussite scolaire des élèves. L'enseignant doit d'abord savoir qu'avant la rentrée scolaire, il doit d'abord connaître quel est le planning de l'année académique qui va venir. Donc, s'il a le calendrier de l'année, il faut qu'il ait aussi son projet pédagogique. Ça veut dire qu'au préalable, il faut qu'il sache quelles sont ses classes, avoir son projet pédagogique, organiser ses cours et aussi savoir comment est-ce qu'il va aborder les enfants dès le premier jour pour que les enfants puissent le respecter, pour que la discipline puisse être bien mise en place, pour qu'ils puissent réussir ensemble avec ses enfants. Frère Abdelaziz Ahmad, lorsqu'on parle de l'éducation des enfants, on pense directement aux invocations des parents qui sont exaucées. Frère Abdelaziz Ahmad, quelle est la place des invocations dans la réussite scolaire des enfants? Les invocations ont une place très très importante parce que Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, exauce les invocations de tous les parents, papa comme maman. Donc on encourage les parents à multiplier les invocations et même à multiplier, même s'ils sont fâchés, de ne pas prononcer certains mots. Il se peut que Allah puisse aussi exaucer. Ça peut aussi être pris peut-être comme aussi une invocation. Donc on encourage les parents à multiplier, n'est-ce pas, des invocations. Nous nous rappelons, dans l'islam par exemple, Nabiullah Ibrahim a fait des invocations pour n'est-ce pas, sa descendance. Et nous avons vu des résultats avec tous les grands messagers et prophètes qui sont, n'est-ce pas, issus n'est-ce pas, de sa descendance. Et dans la vie courante, nous avons beaucoup d'exemples de personnes qui ont réussi grâce aux invocations, n'est-ce pas, de leurs parents. Donc nous encourageons, n'est-ce pas, les uns et les autres de multiplier les invocations pour les enfants. Alhamdulillah, alhamdulillah, mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'Allah vous récompense de rester avec nous sur ce site du séminaire de la Kamsou, séminaire de vacances Bafoussam 2017 où nous réalisons cette émission. Nous acheminons vers la fin de cet entretien. Nous allons tout de même poser une question avant les mots de fin de nos deux invités. C'est une question qui va sortir carrément de notre thème. Frère Abdelaziz Ahmad, nous l'avons dit, effectivement, vous êtes étudiant en 7e année à la faculté de médecine et de sciences biomédicales. Vous avez d'ailleurs déjà rédigé votre mémoire pour sortir médecin. Vous êtes aussi un enseignant de formation, vous êtes un enseignant de physique notamment. Je m'en voudrais, et certainement tous nos téléspectateurs m'en voudraient de ne pas vous poser cette question, frère Abdelaziz. Enseignant, médecin, ça c'est la première question. On pose un point d'interrogation. Et puis, vous avez accepté de venir ici en famille. Vous êtes étudiant et vous êtes véritablement marié, père de famille. Frère Abdelaziz, on a l'impression que c'est dans l'imaginaire. Et là, on a un exemple clair, un exemple réel de ce que cela est possible. Frère Abdelaziz, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est véritablement possible, qu'on peut véritablement aller à l'école, mais aussi être en famille? Effectivement, c'est possible. C'est possible. Peut-être je m'en vais simplement vous dire ce que j'ai fait et ce que j'ai bénéficié. Et le secret, c'est les activités islamiques. Voici vraiment mon secret. Parce que j'ai eu la chance dès l'école primaire d'avoir des anciens de renom qui sont non seulement mes anciens, mais aussi mes parents qui m'ont donné des conseils que j'ai essayé autant que possible de remettre en application. Et tout au long, n'est-ce pas, de mon parcours, de l'école primaire jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance, par la grâce d'Allah, de rencontrer des gens que je profite pour les remercier et qu'Allah les récompense énormément, qui m'ont beaucoup aidé à réussir. Et donc, tous ces gens-là, je les ai, n'est-ce pas, racontés dans les activités islamiques. Pratiquement, après mon bac, je suis entré en classe scientifique spéciale de l'école normale. Après un an, on nous a demandé de choisir simplement une filière à l'école normale qui m'a facilité donc de faire la formation
d'enseignants. Arrivé en 3e année de l'école normale, je me suis rappelé, et aussi grâce au conseil, n'est-ce pas, de mes encadreurs, des membres, n'est-ce pas, de la CAMSU et autres, de rappeler de l'objectif que je me suis fixé avant de venir à Yaoundé, à savoir venir faire la médecine. Et donc j'ai saisi dans cette occasion-là pour encore me présenter au concours. Et alhamdulillah, j'ai eu, n'est-ce pas, à réussir. Maintenant, au courant de cette formation, j'avais aussi dans ma vie comme objectif de me marier le plus tôt possible. Et donc, grâce aussi au conseil aguerri, facilité de mes encadreurs de la CAMSU notamment, j'ai eu, n'est-ce pas, l'idée de me lancer. Et je profite vraiment de l'occasion pour remercier grandement, n'est-ce pas, mon épouse, qui a cru en moi, un jeune étudiant qui a de l'ambition, qui veut, n'est-ce pas, se marier et qui m'a accepté comme je suis. Et nous avons ensemble simplifié notre vie. Si nous avons 500, on vit en fonction, n'est-ce pas, de 500 qu'on a. Cela ne m'a pas, n'est-ce pas, aussi laissé la latitude n'est-ce pas, de faire souffrir mon épouse, ou bien, n'est-ce pas, de ne pas fournir des efforts. Et donc, en tant qu'étudiant, j'ai aussi, grâce aux activités islamiques et aux activités post- et périscolaires, je me bats de gauche à droite pour chercher aussi l'argent afin de supporter mon foyer. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous manquons des mots pour remercier notre invité qui a accepté effectivement nous parler de son propre expérience. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières, qu'il bénéficie, qu'il bénisse votre famille, frère Abdelaziz Ahmad. Nous allons simplement prendre votre dernier mot et nous allons laisser nos téléspectateurs digérer tout ce qui a été dit par rapport à cette émission. Comme dernier mot, nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala du début n'est-ce pas, de la fin. Nous invitons les parents à prendre, n'est-ce pas, les responsabilités, savoir qu'Allah va nous interroger le jour dernier et de suivre, parce que lorsqu'Allah va nous demander, on doit, n'est-ce pas, prendre cela au sérieux. Et également aux enfants de faire aussi des efforts pour améliorer, n'est-ce pas, pour amener très loin la communauté musulmane au Cameroun et dans le monde entier. Shukran lak, barakallah fik ya akhi. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, je m'en voudrais et certainement vous m'en voudrez aussi de ne pas poser la même question à la sœur Fadimatou, Madame Abdelaziz. La sœur Fadimatou, vous êtes une enseignante, vous avez carrément fait votre formation étant mariée à un étudiant, ça sort carrément du commun. Vous êtes aussi aujourd'hui enseignante et en règle générale, lorsqu'on observe le comportement de nos enseignants dans les établissements scolaires, c'est en règle générale des femmes qui ne se voilent pas, des femmes qui ne s'habillent pas. Est-ce que vous allez peut-être accepter de nous dire un mot par rapport au fait de pouvoir continuer ses études étant mariée, mais aussi de rester musulmane lorsqu'on est enseignante? C'est possible de pouvoir allier mariage et études. C'est possible. Il faut juste avoir de la volonté. Parce que si vous n'avez pas de la volonté, même si vous êtes même à la maison, vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas continuer les études. Donc, c'est de la volonté. Il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut. Parce que moi j'ai même l'impression parfois que plus vous êtes même marié, plus vous comprenez même mieux certaines choses. Parce que moi je me rappelle, maintenant par exemple, je n'avais pas fait la licence quand j'ai fait mon DIPES 1 par exemple. Cette année, j'ai décidé de refaire la licence. En même temps que j'enseigne, je fais aussi ma licence. Donc, c'était très difficile au début. Mais à force de persévérance et aussi l'encouragement de mon mari, j'ai pu arriver à faire les deux écoles à la fois pour que je puisse avoir ma licence et continuer mes études. Donc, je pense que si on veut faire quelque chose, il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on peut faire cette chose-là, mais surtout en concertation entre mari et femme. Parce que s'il n'y a pas l'entente entre le mari et la femme, ça ne peut pas aller. Parce que si l'un veut, l'autre ne veut pas, ça ne va pas marcher. Donc, et aussi encourager surtout les sœurs à ne pas être paresseuses, à ne pas vouloir seulement la facilité. Parce que dans la vie, rien n'est facile. Même si vous avez de l'argent, vous pouvez avoir d'autres difficultés. Donc, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir pourquoi est-ce que je me marie. Pourquoi est-ce que je veux continuer mes études. Donc, si on sait pourquoi on le fait, vraiment, Allah va vous aider et vous verrez vraiment des choses que vous-même vous ne comprenez. Vous n'imaginez pas que ça va être plus facile que ce que vous imaginez. C'est possible aussi d'être enseignant musulman et être voilé parce que
on ne nous empêche pas de nous habiller correctement. Et même à l'école, même lorsque nous faisons la formation à l'école normale, on encourage les enseignants à s'habiller décemment. C'est-à-dire s'habiller de telle sorte que lorsque vous êtes en classe, l'élève ne se focalise pas sur votre physique. Que l'élève suive simplement ce qui sort de votre bouche. Parce que si vous vous habillez mal, dès que vous allez vous placer devant l'enfant, l'enfant vous passez son temps à regarder peut-être vos jambes, je ne sais pas quoi. Peut-être vous êtes mal habillé. Et c'est ce qu'on constate souvent dans chez certains enseignants. Donc, si vous êtes une femme musulmane bien voilée, je vous assure, vous serez même mieux respectée. Quand vous allez aller en classe au début, les élèves seront un peu surpris. Ils vont se demander que mais celle-ci-là, elle est même sûre qu'elle connaît même quelque chose. Mais je vous assure, lorsque vous commencez à enseigner vos enfants, vous maîtrisez votre cours. Vous savez comment les amener, vous les comprenez. Ces enfants vont vous aimer et vous allez réussir. Et vous êtes même un exemple pour les autres. Jazakillahu khairan, frère, c'est dans la foi. Barakallahu fik. Ça fait pratiquement 2 ans ou 3 ans que je suis derrière le frère Abdelaziz pour avoir cet entretien. Et alhamdulillah, j'espère que les uns et les autres ont véritablement appris beaucoup de choses. C'était donc la famille Abdelaziz, le frère Abdelaziz qui est étudiant en 7e année de médecine. Dans quelques jours, Inch'Allah, il va donc soutenir son doctorat. Qu'Allah soit lui accorde la bénédiction. Il est aussi enseignant de formation, vice-président national de la Cameroun Muslim Student Union. Merci aussi à la sœur Farimatou, Madame Abdelaziz, enseignante au lycée bilingue de Yaoundé. Elle est aussi membre de la Cameroun Muslim Student Union. Mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'Allah soit-il vous récompense d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même chaîne, même heure. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah.